Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Man City s'impose à Dortmund 2-1 sur le même score qu'au match aller. 2-1, Man City s'impose et retrouvera donc le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. Comment ont-ils fait? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors une bonne partie de l'analyse réside pourtant dans ce qu'a produit Dortmund, parce que dans un premier temps c'était vraiment séduisant et efficace. On a retrouvé en gros les mêmes ingrédients qu'on avait retrouvés au match aller avec succès, c'est-à-dire une grosse densité axiale, beaucoup de prise de risque à la relance et une prise de risque payante, des circuits en gros hyper verticaux qui partaient de bas. On l'avait souligné dans la preview d'avant-match, on l'a revu ici comme sur cette passe de Mats Hummels. Comme ici à nouveau sur cette sortie de balle bien menée, finalement gâchée par Bellingham. Généralement voilà, beaucoup de verticalité et de projection depuis ces zones basses qui ont mis City en difficulté. Alors il y avait quand même dans tout ça et dans ce début de match un petit problème, c'est que Dortmund se retrouvait souvent assez bas sans ballon. On le voit bien ici, c'est pas si commun de voir un bloc aussi bas au bout de 3 minutes seulement, et je pense que c'était à la fois subi bien sûr face à Man City, face à leur qualité technique collective, leur approche un peu rouleau compresseur qui écrase mécaniquement ton bloc et qui te pousse à reculer. Forcément c'était en partie subi, mais c'était aussi en partie voulu j'imagine, parce qu'en partant de plus bas, Dortmund se laissait un espace à aller attaquer dans le dos de Manchester City. Dortmund pouvait exploiter ses transitions électriques et j'imagine un Erling Haaland lancé dans la profondeur, c'est ce qu'on avait vu à l'aller, où on se souvient par exemple de cette transmission plein axe de Daoud et ce 1 contre 1 d'Erling Haaland raté. Mais le problème intrinsèque de cette approche, on s'en rend assez vite compte, le problème intrinsèque c'est qu'en étant très bas, tu laisses beaucoup de ballons à un adversaire qui pourtant mène au score, beaucoup de ballons et beaucoup de terrain, beaucoup d'espace pour construire, un adversaire qui mène au score sur l'avantage acquis au match aller et qui du coup a pas besoin d'aller vite dans sa phase de construction, qui peut éteindre un petit peu la partie. Du coup pour moi la question fondamentale de ce début de match c'était comment combiner cette approche, la volonté d'aller exploiter la profondeur, la volonté de repartir depuis l'arrière assez bas, comment avoir ça tout en restant protagoniste dans cette rencontre, tout en restant actif, sans se faire éteindre. Alors il y avait une solution et Dortmund l'a mobilisée, l'a trouvée, entre guillemets, c'était de se projeter très vite à la récupération de ce qu'il faisait déjà, mais pour aller occuper la moitié de terrain adverse et contre-presser, engager un pressing à la perte. Quand Dortmund réussissait à se retrouver dans cette moitié adverse, ils y restaient et ils ont gratté sur l'entame du match un bon nombre de ballons hauts, comme ici. Donc voilà, quand on voit tout ça, quand on suit le direct, ma première réaction c'est de se dire que le plan de jeu est pas mauvais, il a des chances de fonctionner et que Dortmund peut se procurer pas mal de situations, et on s'y trompe pas puisque les 20 premières minutes sont pour Dortmund qui empile les occasions nettes. Jude Bellingham offre même le but du 1-0 au bout d'un quart d'heure. Ça ressemble au match parfait, sauf que c'est un peu le drame de cette partie et c'est sans doute le concept fondamental à mobiliser pour éclairer ce match, sauf que le score effect, l'effet du score sur la physionomie de la partie va être totalement dévastateur. En fait avec ce but, Dortmund se retrouve presque dans une situation plus inconfortable, pas presque, c'est certain. En fait ils sont dans une situation plus inconfortable parce que leur plan de jeu initial qui se basait sur une grosse prise de risque semble moins approprié dans une situation où si t'encaisses un but maintenant en étant à 1-0, si t'encaisses le prochain but, il faudra en marquer 2 de plus pour passer, un seul de plus c'est que la prolongation, et si tu marques un but supplémentaire à 1-0, si tu passes de 1-0 à 2-0, ça change pas grand chose en fait, tu te donnes pas un matelas énorme supplémentaire, parce que si City en marque un dans la foulée, si le score passe ensuite à 2-1, il y a prolongation, t'es plus qualifié. Donc finalement ce but marqué va coûter très cher entre guillemets. Le résultat est double, c'est que d'un coup il y a premièrement beaucoup moins de risques qui sont pris à la relance, ces circuits courts verticaux et axiaux qui permettaient à Dortmund de progresser et d'aller s'installer dans le camp adverse, on les voit plus du tout et on voit beaucoup plus de relances longues, donc moins de risques pris à la relance, et deuxièmement beaucoup plus de repli à la perte que de contre-pressing dans le camp adverse. Il y a plus la volonté d'aller couvrir les espaces dans le dos que de contre-presser. Finalement l'approche tactique et mentale quelque part initiale de Dortmund se délite progressivement, et alors que Dortmund réussit très bien son entame de match, sur les 20 premières minutes Dortmund tire 5 fois, Man City une seule, les 25 suivantes Dortmund il y a un seul tir et Man City 9 tentatives. C'est pour moi la manifestation la plus évidente, c'est presque un cas d'école de ce fameux score effect, un changement de score qui change drastiquement la physionomie du match. Et autant c'est dur à dire, c'est dur de dire que Dortmund a marqué trop tôt, parce que quelle vérité est-ce qu'on peut mettre derrière cette phrase quand Dortmund avait de toute manière besoin d'un but pour se qualifier? Je comprends que ce soit dur à dire. Pour autant, à la mi-temps, alors que Dortmund mène 1-0, je suis beaucoup moins confiant sur les chances de qualification de Dortmund que je l'étais au début de la rencontre ou sur ces 20 premières minutes. À la mi-temps, je dis que Dortmund est bien parti
partie, mais ce but marqué tôt complique presque l'approche. Il va falloir tenir et perdre le moins possible de lucidité dans les efforts défensifs. On pourrait penser, comme certains l'ont dit, c'est vrai avec une certaine justesse, que ça oblige City à tenir le ballon et à jouer haut, ce qui pourrait profiter à un Dortmund à les encontres. Alors le petit bémol que je vois, c'est peut-être sur l'idée d'obliger City à tenir le ballon, parce que c'est déjà leur approche initiale, quelque part ils y sont pas vraiment contraints, c'est leur plan A, c'est leur mode par défaut. Donc il y a ça, mais il y a surtout pour moi le fait que mentalement, la tentation de prendre moins de risques à la construction est énorme, comme on l'a évoqué, vu l'impact d'un but encaissé, et depuis le 1-0, on voyait beaucoup trop de relances longues qui sont paradoxalement moins efficaces, avec un gros point d'alerte également sur la perte d'énergie que ces longues phases sans ballon engendrent. Et effectivement, en l'absence de ces circuits verticaux courts à la relance, qui sont intrinsèquement risqués, quelque part c'est juste de le penser quand on est d'Interzic, quand on est le collectif de Dortmund, c'est juste de penser que ces relances sont risquées, on l'a vu sur la première période, il y a des transmissions ratées qui offrent des situations à Manchester City, donc ok, mais en leur absence, ça devient encore plus risqué fondamentalement sur l'ensemble de la partie. En leur absence, Dortmund se sort plus du tout de sa moitié de terrain, n'arrive plus à les contre-presser dans la moitié de terrain adverse, et finalement Dortmund subit beaucoup trop. Mécaniquement, Man City augmente ses temps de possession et génère plus de volume d'occasion, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que Dortmund se fatigue énormément, c'est beaucoup plus fatigant de défendre que d'attaquer, et c'est aussi beaucoup plus fatigant de défendre pendant 2 ou 3 minutes consécutives dans ta moitié de terrain que sur 15 secondes dans la moitié de terrain adverse. Ça on le sait depuis Cruyff, c'est la base de l'idée qui est derrière le contre-pressing, des courts efforts sur des courts temps pour souffrir moins in fine. Le résultat là, c'est un Dortmund qui perd beaucoup de lucidité, on le constate à plusieurs reprises, dès la 44e minute par exemple, et ce sera encore pire en seconde. À la mi-temps donc, si on lit la partie, on est obligé de se faire cette observation très paradoxale, c'est que Dortmund est devant, Dortmund est pour l'instant qualifié. Pourtant, en abandonnant son plan A, Dortmund n'a jamais semblé aussi proche de la sortie. Et alors c'est effectivement ce qui se produit dès le retour des vestiaires. On repart sur les mêmes bases et ce Dortmund acculé, fatigué, en perte de lucidité, est poussé à la faute, en l'occurrence une main dans la surface d'Emre Can, Mahrez dans la foulée convertit le penalty, un partout. Et alors c'est presque une aubaine pour Dortmund, on continue dans l'aspect totalement paradoxal de ce match et dans le score effect vraiment marqué, c'est presque une aubaine pour Dortmund qui doit dès lors retrouver son plan de jeu initial, et pendant 10 minutes, de la 55e à la 65e minute, c'est le cas, il y a beaucoup plus de prise de risque à la relance, comme ici pour Akanji, comme ici pour Marvin Hitz, quelque chose qu'on n'a plus vu depuis le 1-0, et quelque chose qui a conduit à une grosse occasion. Dommage que Dahoud fasse le mauvais choix, mais le problème c'est que ça dure pas assez longtemps. On voit 5 minutes plus tard par exemple que Bellingham est cramé, ça coûte cher de défendre autant, on en voit la preuve, et City en profite pour punir, il y a ce slalom de Bruyne qui n'aboutit pas, et puis enfin le but du 2-1 avec cette frappe surpuissante de Phil Foden. Donc voilà, sur cette analyse on aura beaucoup parlé de Dortmund pour plusieurs raisons. Je pense que la curiosité principale de ce match, son point d'intérêt vraiment analytique premier, c'est cette adaptation au score, le changement de score qui change la physionomie, et quelque part c'est assez rare pour être souligné, c'était une belle occasion de revenir sur ce concept. Ok, et puis la deuxième c'est qu'on parlera beaucoup de Man City dans les jours qui viennent, vous inquiétez pas, il y aura une preview très extensive sur ce Man City PSG, ce sera l'occasion de revenir sur tout un tas de choses, mais soulignons quand même, pour boucler, que ce succès des Citizens est largement mérité pour plusieurs raisons. Je pense que déjà il y a un niveau de qualité technique individuelle de plusieurs acteurs qui a été assez spectaculaire, qui fait que Man City a été à plusieurs reprises largement au-dessus de son adversaire du soir, et puis aussi quelques ajustements intéressants à 1-0 alors que City devait revenir dans ce match. On a vu par exemple les ailiers rentrer plus à l'intérieur du jeu, sur le jeu de position de Man City, des ailiers un petit peu plus axiaux, ce qui permettait d'avoir plus de solutions intéressantes entre les lignes, mais aussi, je pense, à la perte, un contre-pressing plus efficace pour bloquer ces circuits axiaux verticaux de Dortmund. Quelque part, peut-être que si Dortmund a pu moins les mobiliser, ces circuits courts et axiaux, c'est aussi parce que City était un petit peu mieux placé à partir du 1-0. Donc il y a aussi cette lecture de la partie à avoir. Ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que City n'a pas fait un match XXL, mais un match froid, rationnel, efficace. City qui aurait pu se faire peur, surtout quand on connaît leurs démons à ce stade de la compétition face à des adversaires un petit peu moins réputés. City aurait pu avoir peur, mais n'a pas laissé transparaître cette peur, et quelque part, ce match froid, il vient sanctionner aussi un Dortmund qui n'a pas eu le courage, ou peut-être la qualité, le matériel, pour tenir son plan A jusqu'au bout, ou pour trouver un plan B adéquat. Alors du coup, mes tops, d'abord Phil Foden, il y a ce but, mais il y a une activité générale impressionnante, un retour décisif sur Knauf en première mi-temps, beaucoup d'activités sans ballon d'ailleurs, même en toute fin de partie, énorme joueur, énorme match et décisif. Ensuite Bellingham, c'est un peu pareil, ça vient récompenser son but qui est quelque part aussi
aussi une juste rétribution pour celui annulé à l'aller. Puis dans sa conduite, ses déplacements avec ballon, il a vraiment quelque chose en plus, très très élégant. Et enfin, Kevin De Bruyne, pas verni à la finition, c'est aussi de sa faute, il y a une situation où il doit marquer, mais ses accélérations ont fait très mal, et il a incarné une bonne partie du danger de Man City, ça c'est pour les tops. Ensuite les flops, Emre Can, forcément la main dans la surface qui coûte très cher entre l'aller et le retour. Il nourrira vraisemblablement pas mal de regrets. Ensuite j'ai mis Edin Terzic, c'est un peu sévère, c'est pas un immense flop, parce que bien sûr la tâche était extrêmement compliquée, mais il y a d'abord ce délitement du plan de jeu initial à 1-0 dont forcément il est en partie responsable, et puis une mauvaise défense des coups de pied arrêtés aussi que je voulais souligner, à l'image du 2-1, ce corner mal défendu, mais pas que, il y en a aussi un en première période. Voilà, forcément ça c'est à mettre sur le dos du collectif et sur le dos de l'entraîneur. Et puis enfin, on a Erling Haaland, un match de combat vraiment pas évident, beaucoup plus trouvé sur le jeu de déviation que dans l'espace, mais voilà, 25 ballons en 90 minutes, c'est pas suffisant, un seul tir, c'est pas suffisant, c'est dur de lui imputer tous ces mots, peut-être que sa plus grande faute réside surtout sur son 1 contre 1 raté au match aller, mais voilà, globalement pas assez décisif. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, pas de soucis, on reparlera de City très très vite pour les supporters Citizen qui sont un peu déçus, qu'on ait beaucoup parlé de Dortmund, on en reparlera très vite, mais j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, si vous voulez pas rater les prochaines, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est aussi une très bonne manière de m'encourager, et les prochaines, comme vous le savez, 2 épisodes de retour, samedi 10h on parlera de la Slovaquie, et dimanche 10h de la Suède. Donc un double épisode de retour ce week-end, avis aux intéressés, vous pouvez mettre votre réveil. En tout cas j'ai hâte de vous retrouver pour vous montrer tout ça. Voilà pour nous. La dernière chose à dire, c'est que si ce maillot vous plaît, ce genre de maillot vintage, rétro, si ça vous intéresse, je vous mets le lien du site que j'utilise en description. Et puis, on se retrouve très très vite pour la prochaine, comme d'habitude. Et d'ici là, passez une excellente journée, une très bonne soirée. Bon week-end aussi, qui arrive. Et on se dit à bientôt. Bisous.